Ma famille a exigé de parler au propriétaire pour m'expulser. J'ai envoyé un texto à mon avocate. C'est moi. Amenez-nous le propriétaire, tout de suite, a hurlé mon père dans le bureau de l'immeuble. Ma fille squatte l'appartement 4B. Ma mère a ajouté, nous voulons qu'elle soit expulsée aujourd'hui. J'ai répondu calmement, notez. Depuis le couloir, j'ai envoyé un texto, Jennifer, mes parents exigent mon expulsion de mon propre immeuble. S'il te plaît, clarifie la situation de propriété. L'avocate spécialisée en immobilier est apparue avec des documents. Mon père est devenu blême. Je m'appelle Chloé Durand, et depuis 7 ans, ma famille me traite comme si j'étais invisible, sauf quand ils ont besoin de quelque chose à critiquer. Tout a commencé quand j'avais 22 ans et que je leur ai annoncé que je n'irais pas en faculté de droit comme mon frère, Marc, ni en faculté de médecine comme ma sœur, Victoire. Je voulais travailler dans la gestion immobilière. La gestion immobilière, s'était moqué mon père lors de ce dîner de famille. Tu veux dire être un concierge avec un presse-papier? Ma mère avait été plus directe. Nous ne t'avons pas élevé pour encaisser des chèques de loyer, Chloé. Ce n'est pas une vraie carrière. Marc, de 3 ans mon aîné et déjà avocat d'affaires, avait souri d'un air suffisant dans son verre de vin. Au moins, il faut bien que quelqu'un fasse le sale boulot, je suppose. Victoire, de 2 ans ma cadette mais déjà en internat de médecine, avait simplement secoué la tête avec une déception bien rodée. Je pense juste que tu es capable de plus, c'est tout. Mais ce dont il me croyait capable ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était les immeubles, les investissements, l'accumulation tranquille de biens réels pendant que tout le monde courait après des titres prestigieux. Alors, j'ai accepté un poste d'assistante gestionnaire immobilier dans un petit complexe d'appartements au centre-ville de Lyon, pour un salaire de 35 000 € par an, et j'ai écouté les blagues de ma famille sur ma carrière passionnante à gérer les toilettes et les poubelles. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'investissais chaque euro disponible depuis l'âge de 19 ans. Pendant qu'ils dépensaient les distributions de leurs fonds en fiducie pour des voitures et des vacances, j'achetais des parts fractionnées dans des immeubles d'appartements par le biais d'un groupe d'investissement privé que j'avais trouvé en ligne. De petites parts au début d'une participation de 3% par-ci, une participation de 5% par-là dans des immeubles situés dans des quartiers dont personne ne voulait encore. Mais je voyais les schémas de développement, les lignes de transport en projet, les propositions de rezonage. À 25 ans, je possédais des participations minoritaires dans cet immeuble. À 27 ans, je les avais consolidées en une participation majoritaire dans 3 plus petits complexes. Et à 29 ans, j'avais fait quelque chose que ma famille ignorait encore. J'avais acheté les Tours de la Saône, un immeuble d'appartements de luxe de 127 unités dans le quartier de la Confluence, pour 39 millions €, par l'intermédiaire de ma société à responsabilité limitée, Durand Immobilier et l'immeuble où je vivais dans l'appartement 4B. L'immeuble que ma famille pensait que je peinais à me payer avec mon salaire d'assistante gestionnaire. J'ai gardé le secret pour une raison simple, je voulais construire quelque chose de réel avant qu'ils ne puissent le démolir avec leurs opinions. Je voulais réussir à un point tel que leur dédain deviendrait insignifiant. Et je voulais les voir, ne serait-ce qu'une seule fois, réaliser qu'ils s'étaient complètement trompés sur moi. Je n'aurais jamais imaginé qu'ils me donneraient cette opportunité de manière aussi spectaculaire. L'achat des Tours de la Saône avait été l'aboutissement de tout ce que j'avais appris. L'ancien propriétaire prenait sa retraite et voulait une vente rapide et nette. J'avais obtenu un financement auprès d'un prêteur commercial qui avait examiné mon portefeuille et mon plan d'affaires et avait vu ce que ma famille n'avait jamais vu, je savais exactement ce que je faisais. L'immeuble était occupé à 87% quand je l'ai acheté. En 18 mois, j'avais rénové les parties communes, amélioré la sécurité de l'immeuble, ajouté des commodités et porté le taux d'occupation à 98%. La valeur de la propriété était passée à 53 millions €. Selon la dernière expertise, la valeur de mes fonds propres était d'environ 21 millions € après déduction de la dette. Mais pour ma famille, j'étais toujours Chloé, la gestionnaire d'appartements, qui ne pouvait pas s'offrir de belles choses. Je conduisais une Renault Clio de 7 ans parce qu'elle était fiable et que je me fichais d'impressionner qui que ce soit. Je portais des vêtements simples parce que je travaillais dans la gestion immobilière et passais la moitié de ma journée à régler des problèmes de maintenance. Je vivais dans un modeste 2 pièces parce que je n'avais pas besoin d'un espace que je n'utiliserais pas. Ma famille voyait la pauvreté. Je voyais une stratégie. J'avais une petite équipe de confiance qui connaissait la vérité. Jennifer Hubert, mon avocate,
avait structuré la société et s'occupait de toutes les questions juridiques. David Martin, mon gestionnaire immobilier, gérait les opérations quotidiennes. Marie Gonzalez, ma comptable, gérait les finances. Et Thomas Bernard, mon directeur de la sécurité de l'immeuble, veillait à ce que tout fonctionne sans accroc. Pour les résidents, j'étais juste Chloé du 4B, qui donnait parfois un coup de main au bureau. Pour mon équipe, j'étais la propriétaire qui avait construit quelque chose de remarquable tout en restant complètement dans l'ombre. Le système fonctionnait parfaitement jusqu'à ce que mes parents décident de me rendre visite à l'improviste. C'était un samedi matin d'octobre quand ma mère a appelé. « Nous sommes à Lyon pour le week-end », a-t-elle annoncé. « Ton père a une conférence médicale. Nous passerons à ton appartement cet après-midi. » J'avais appris à ne pas contester les décrets de ma mère. « Bien sûr, maman. Je serai là. Nous aimerions voir où tu vis », a-t-elle continué. « Cela fait 2 ans que tu as déménagé dans cet immeuble et nous ne l'avons jamais vu. C'était intentionnel de ma part, mais je ne pouvais pas le dire. C'est juste un 2 pièces, maman. Rien de spécial. Je suis sûr que c'est convenable pour ton budget, a-t-elle dit, et je pouvais entendre la pitié dans sa voix. Ils sont arrivés à 14 heures, et j'avais délibérément rien fait pour me préparer. Mon appartement était propre, mais simple. Des meubles basiques, aucune œuvre d'art, rien qui puisse contredire leur récit sur ma situation financière difficile. Maman est entrée et a immédiatement commencé à cataloguer les défauts. « Oh, Chloé, c'est assez compact, et les meubles sont très simples. » Papa examinait les fenêtres. « Combien paies-tu pour cet endroit ? » « C'est gérable, ai-je répondu calmement. Gérable signifie probablement que tu dépenses 40% de ton revenu en loyer, a dit Marc. Il avait apparemment été invité à cette embuscade lui aussi. Ce n'est pas viable financièrement, Chloé. Victoire, également présente, furetait dans ma cuisine. As-tu assez d'économies en cas d'urgence ? Et si tu perds ton emploi ? J'ai souri poliment. Je vais bien, Victoire. Vraiment. Mais papa n'avait pas fini. Il avait trouvé une lettre sur mon comptoir, un avis de routine de la direction de l'immeuble concernant des rénovations extérieures à venir. Il est écrit ici qu'ils font des travaux majeurs. Ton loyer va probablement augmenter de manière significative. J'en suis consciente, ai-je répondu calmement. Tu sais, a dit maman en s'installant sur mon modeste canapé, nous avons discuté, et nous sommes inquiets pour ta situation de logement. Cet immeuble, ton travail, ton manque total de progrès financier. Tu as 31 ans, Chloé. Tu devrais être établie maintenant. Je suis établie, ai-je dit doucement. Marc a ri. Établie ? Tu loues un 2 pièces et tu travailles comme assistante gestionnaire. Chloé, ce n'est pas être établie. C'est faire du surplace. Nous voulons t'aider, a ajouté papa. Nous pensons qu'il est temps que tu reviennes à la maison pour un temps, que tu économises de l'argent, que tu trouves une vraie voie professionnelle. J'ai une carrière, ai-je répondu calmement. Tu as un travail, a corrigé Victoire. Il y a une différence. J'allais répondre quand maman a prononcé la phrase qui a tout changé. En fait, a-t-elle dit en sortant son téléphone, nous avons déjà parlé à un ami agent immobilier. Il y a un charmant studio dans un quartier plus abordable. Tu pourrais réduire ton loyer de moitié, économiser de l'argent, peut-être enfin retourner à l'école pour quelque chose de pratique. Je n'ai pas besoin d'un studio, ai-je répondu calmement. Chloé, la fierté ne paiera pas tes factures, a dit fermement papa. Nous essayons de t'aider avant que tu ne te retrouves dans de vrais ennuis. Que se passera-t-il quand cet immeuble décidera que tu ne vaux pas la peine d'être gardé ? C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Pas avec colère, mais avec une clarté simple. Ils n'allaient pas s'arrêter. Ils étaient incapables de me voir différemment. La seule façon d'avancer était de leur montrer la vérité d'une manière qu'ils ne pourraient pas ignorer. Merci pour votre sollicitude, ai-je répondu calmement. Je considérerai tout ce que vous avez dit. Ils sont partis satisfaits, convaincus d'avoir mené une intervention réussie. Marc m'a envoyé un texto ce soir-là, écoute-les, Chloé. Ils essaient juste de t'aider. Je n'ai pas répondu. Le vrai problème a commencé 3 jours plus tard quand papa a appelé. Chloé, nous devons parler de ta situation de logement. Ta mère et moi en avons discuté, et nous avons pris une décision.
Quelle décision, ai-je demandé calmement. Nous allons t'aider, que tu l'acceptes ou non, a-t-il déclaré. Nous avons contacté la direction de ton immeuble. Nous sommes prêts à payer pour rompre ton bail afin que tu puisses déménager dans un endroit plus abordable. Mon sang s'est glacé. Vous avez fait quoi? Nous avons parlé à quelqu'un au bureau hier, a ajouté maman sur le haut-parleur. Nous avons expliqué que tu es notre fille et que tu es financièrement dépassée. Ils ont été très compréhensifs. David avait mentionné un couple posant des questions sur l'appartement 4B, mais il ne savait pas que c'était mes parents. Il leur avait poliment dit qu'ils ne pouvaient pas discuter des informations des résidents sans autorisation. Cela n'avait apparemment pas empêché mes parents de décider qu'ils savaient mieux que tout le monde. Maman, papa, je n'ai pas besoin que vous rompiez mon bail, ai-je répondu calmement. Nous ne te demandons pas la permission, a dit fermement papa. Tu n'es clairement pas capable de prendre des décisions financières judicieuses. Nous allons parler directement au propriétaire de cet immeuble et lui expliquer la situation. Le propriétaire, ai-je répété. Oui, le propriétaire, a sèchement répondu maman. Quelqu'un doit prendre ses responsabilités ici, et puisque tu ne le feras pas, nous le ferons. Nous allons à cet immeuble demain, et nous allons exiger qu'ils te laissent résilier ton bail sans pénalité. J'aurais pu leur dire la vérité à ce moment-là. J'aurais pu expliquer que j'étais la propriétaire, que je n'avais pas de bail, qu'ils étaient sur le point de s'humilier de façon spectaculaire. Mais j'avais passé des années à les voir ignorer tout ce que je disais. Ils ne me croiraient pas de toute façon. Alors, à la place, j'ai répondu calmement, si c'est ce que vous estimez devoir faire. C'est le cas, a déclaré papa. Et honnêtement, Chloé, nous allons aussi leur poser des questions sur ton emploi. Si tu travailles comme assistante gestionnaire dans cet immeuble, ils devraient savoir que tu n'as pas les moyens d'y vivre. C'est un conflit d'intérêts. Ils allaient essayer de me faire expulser et licencier. Parfait. J'ai immédiatement envoyé un texto à Jennifer. Mes parents viennent à l'immeuble demain pour exiger que je sois expulsé. Ils ne savent pas que j'en suis la propriétaire. Je pense qu'il est temps. Jennifer a répondu en quelques minutes. Je vais préparer les documents. Cela devrait être instructif pour eux. Le lendemain matin, je me suis délibérément habillé avec mes vêtements de travail habituels, un jean, un pull simple, des chaussures confortables. J'étais dans le bureau de l'immeuble en train d'examiner les demandes d'entretien avec David quand mes parents sont arrivés. J'ai d'abord entendu la voix de papa, forte et exigeante dans le hall. Nous devons parler au propriétaire immédiatement. C'est urgent. Je suis sorti dans le couloir et je suis resté tranquillement à observer à travers la vitre de la porte du bureau. Maman était là, ainsi que Marc, qui était apparemment venu pour un soutien moral. Victoire, heureusement, était restée à l'écart. David était à la réception, professionnel et calme. Monsieur, le propriétaire ne rencontre généralement pas les gens sans rendez-vous. Peut-être puis-je vous aider? Vous êtes le gestionnaire immobilier, a demandé papa d'un ton dédaigneux. C'est exact, a confirmé David. Alors vous ferez l'affaire, a annoncé maman. Nous devons discuter de votre locataire de l'appartement 4B, Chloé Durand. C'est notre fille, et elle squatte ici, prétendant qu'elle peut se permettre cet endroit. Je suis sorti du bureau dans le couloir, en gardant mes distances mais en restant visible. Salut maman. Salut papa. Chloé, nous t'avons dit que nous nous en occupions, a sèchement dit maman. Retourne dans ton appartement. Amenez-nous le propriétaire, tout de suite, a hurlé papa, le visage rougeoyant. Ma fille squatte l'appartement 4B. David est resté calme. Monsieur, mademoiselle Durand est une résidente en règle. Je ne peux pas discuter d'eux. Nous voulons qu'elle soit expulsée aujourd'hui, a interrompu maman. Elle n'a pas les moyens de payer cet appartement. Elle vit au-dessus de ses moyens, et c'est irresponsable. En tant que gestionnaire immobilier, vous devriez savoir qu'il ne faut pas louer à quelqu'un qui ne peut pas payer. J'ai répondu calmement, notez. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un texto à Jennifer. Jennifer, mes parents exigent mon expulsion de mon propre immeuble. S'il te plaît, clarifie la situation de propriété. Marc s'est avancé, utilisant sa voix d'avocat. Laissez-moi simplifier les choses. Notre famille est prête à couvrir tous les frais associés à la rupture de son bail. Nous avons juste besoin de parler au propriétaire pour la libérer de son contrat.
Je peux vous assurer que ce ne sera pas nécessaire, a dit prudemment David. Alors amenez-nous le propriétaire, a exigé papa, tout de suite. Parce que s'ils autorisent des employés à vivre dans des appartements qu'ils ne peuvent pas se permettre, c'est un grave problème de gestion. Je me tenais dans le couloir, observant la scène, mon téléphone à la main. La porte d'entrée de l'immeuble s'est ouverte et Jennifer Hubert est entrée, portant une mallette en cuir. Elle était vêtue d'un tailleur impeccable, l'incarnation même de l'avocate d'affaires. « Bonjour », a dit Jennifer d'un ton professionnel. « Je suis Jennifer Hubert, avocate spécialisée en immobilier pour Durand Immobilier, société à responsabilité limitée. Je crois comprendre qu'il y a un problème concernant l'appartement 4B. » Papa s'est tourné vers elle avec empressement. « Enfin. Oui, nous devons parler au propriétaire de la location de notre fille. Elle est. » Je suis pleinement consciente de la situation, l'a interrompu Jennifer sans heurts. J'ai examiné tous les documents relatifs à l'appartement 4B. Alors vous savez qu'elle n'a pas les moyens de le payer, a dit maman triomphalement. Nous sommes ici pour l'aider à résilier le bail et à trouver un logement approprié. Jennifer a ouvert sa mallette et a sorti plusieurs documents. Je crains qu'il y ait eu un malentendu. Mademoiselle Chloé Durand n'a pas de bail pour l'appartement 4B. Maman a eu l'air vengée. Vous voyez? Elle squatte. Nous le savions. Non, a dit clairement Jennifer. Elle n'a pas de bail parce qu'elle est la propriétaire de l'immeuble. Le silence était absolu. Papa a dévisagé Jennifer. Quoi? Jennifer a sorti le premier document. Voici l'acte de propriété des Tours de la Saône, 127 unités, enregistré auprès du département du Rhône en mars 2021. Le propriétaire est Durand Immobilier, société à responsabilité limitée. Elle a montré la ligne de signature. Chloé Durand, gérante. Elle a sorti un deuxième document. Voici le relevé hypothécaire actuel de l'immeuble, montrant un solde principal de 31 millions d'euros sur une propriété actuellement évaluée à 53 millions d'euros. L'emprunteur est Durand Immobilier, société à responsabilité limitée. Chloé Durand, gérante. Un troisième document. Voici le compte d'exploitation actuel de l'immeuble, montrant un revenu d'exploitation net de 1,9 million d'euros par an, revenant intégralement à la propriétaire, Chloé Durand. Papa était devenu complètement blême. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun son n'en sortait. Marc a arraché les documents des mains de Jennifer. Ce doit être une erreur. Chloé ne pourrait jamais. Je peux vous assurer que ce n'est pas une erreur, a dit Jennifer calmement. J'ai structuré la société moi-même en 2019. Je m'occupe de toutes les questions juridiques pour les holdings immobiliers de Mademoiselle Durand depuis 6 ans. Holdings immobiliers, a murmuré maman. Au pluriel? Jennifer a souri légèrement. Les Tours de la Saône sont l'actif principal de Mademoiselle Durand, mais elle détient des participations dans 11 autres propriétés à travers Lyon. Son portefeuille immobilier total est actuellement évalué à environ 79 millions d'euros, avec environ 28,5 millions d'euros de fonds propres. Le hall était devenu complètement silencieux. Même la circulation dans le couloir s'était arrêtée, les résidents figés sur place, regardant la scène se dérouler. Victoire était apparue à un moment donné. Apparemment, elle était venue finalement, et elle me regardait comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. C'est impossible, a finalement réussi à dire papa. Elle est assistante gestionnaire immobilier. Mademoiselle Durand, a interrompu Jennifer, se verse le salaire qu'elle choisit de se payer depuis sa société. Actuellement, elle retire environ 87 000 euros par an à des fins d'optimisation fiscale. Bien que son revenu réel provenant des opérations immobilières soit considérablement plus élevé. Je me suis avancé calmement. « Salut, papa. » Il m'a regardé comme si j'étais une étrangère. « Tu es propriétaire de cet immeuble? » Oui, ai-je répondu calmement. J'en suis propriétaire depuis 3 ans et demi. Mais tu as dit, a commencé maman avant de s'interrompre. J'ai dit que c'était gérable, ai-je terminé. Ça l'est. Je le gère plutôt bien, en fait. Marc tenait toujours les documents, les lisant frénétiquement. Ils sont authentiques. Tout ça, c'est Chloé. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Vous n'avez jamais demandé, ai-je répondu calmement. Vous m'avez dit que j'étais un échec. Vous m'avez dit que je n'avais pas de carrière.
vous m'avez dit que j'étais financièrement irresponsable. Mais vous n'avez jamais demandé une seule fois ce que je faisais réellement. Nous essayons de t'aider, a protesté faiblement maman. Vous essayez de réparer quelque chose qui n'était pas cassé, ai-je corrigé doucement. Je n'avais pas besoin d'un loyer moins cher. Je ne paie pas de loyer. Je suis propriétaire de l'immeuble. Papa avait trouvé une chaise et s'y était lourdement assis. La propriétaire. Tu es la propriétaire. Nous avons exigé de parler à la propriétaire. Pour t'expulser. Et tu es la propriétaire? Oui, ai-je confirmé. Jennifer rangeait ses documents. Mademoiselle Durand, à moins que vous n'ayez besoin d'autre chose, je vais retourner au bureau. J'ai la documentation si votre famille souhaite en avoir des copies pour ses dossiers. Merci, Jennifer, ai-je dit calmement. Elle a hoché la tête professionnellement et est partie, le bruit de ses talons claquant sur le sol en marbre du hall. Le silence qui a suivi était assourdissant. Marc fut le premier à se reprendre. Chloé, je ne comprends pas. Comment as-tu pu t'offrir un immeuble de 39 millions d'euros? Un financement, ai-je répondu calmement. Et un apport que j'avais accumulé grâce à des investissements immobiliers au cours des 8 années précédentes. Cela s'appelle la constitution de fonds propres. Mais nous n'en avions aucune idée, a dit Victoire doucement. Tu n'as jamais rien dit. M'auriez-vous cru si je l'avais fait, ai-je simplement demandé. Personne n'a répondu, ce qui était une réponse suffisante. Maman avait les larmes aux yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de joie. C'étaient des larmes d'humiliation. Tout le monde ici a entendu. Tout le monde sait que nous avons essayé d'expulser notre fille de son propre immeuble. Oui, ai-je acquiescé calmement. Ils ont entendu. Chloé, nous avons fait une erreur, a commencé papa. Vous avez fait une supposition, ai-je corrigé. La même supposition que vous faites depuis 9 ans, que je suis incompétente, que j'ai besoin d'être sauvée, que je ne pourrais pas savoir ce que je fais. Nous voulions juste. Vous vouliez que je corresponde à votre vision du succès, ai-je interrompu doucement. Faculté de droit, faculté de médecine, carrière prestigieuse, emploi de haut vol. Mais ça n'a jamais été moi. Je suis quelqu'un qui achète des immeubles. J'acquiers des actifs. Je constitue des fonds propres. Je l'ai juste fait discrètement. Marc regardait son téléphone, et son visage avait pâli. Chloé, tu es listée comme propriétaire du Clos des Jardins, et de la résidence de l'Ouest, et du Carré des Tisserands. Ils sont tous à moi, ai-je confirmé. Enfin, des participations majoritaires dans la plupart des cas. Je construis un portefeuille depuis 9 ans. 9 ans, a murmuré Victoire. Tu fais ça depuis 9 ans, et tu ne nous as jamais rien dit. Je vous ai dit que j'étais dans la gestion immobilière, ai-je répondu calmement. Je n'ai juste pas précisé que je gérais mes propres propriétés. David, qui était resté silencieusement au bureau tout ce temps, s'est éclairci la gorge. Mademoiselle Durand, je dois retourner au travail, à moins que vous n'ayez besoin de moi. Je vais bien, David. Merci, ai-je dit. Il a hoché la tête et a disparu dans le bureau, me laissant seul avec ma famille dans le hall. Papa s'est levé slowly. Chloé, je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire, ai-je répondu calmement. Vous êtes venu ici pour m'aider, et maintenant vous savez que je n'ai pas besoin d'aide. C'est vraiment tout ce qu'il y a à dire. Mais nous nous sommes humiliés, a dit maman doucement. Tout le monde nous a entendus. Tout le monde sait. Oui, ai-je acquiescé. Ils le savent. Tu aurais pu nous le dire avant que ça n'en arrive là, a dit Marc, avec une pointe d'agacement dans la voix. Tu nous as laissé entrer ici et nous ridiculiser. Je t'ai dit de ne pas venir, lui ai-je rappelé calmement. Vous êtes venu quand même. Parce que nous pensions que tu avais besoin d'aide. Et je vous ai dit que non, ai-je répondu. Mais vous ne m'avez pas cru. Vous ne me croyez jamais. Alors oui, je vous ai laissé venir ici et exiger de parler au propriétaire. Et vous avez découvert que le propriétaire, c'est moi. Je ne suis pas sûr de ce à quoi vous vous attendiez d'autre. Victoire pleurait maintenant. Chloé, nous sommes ta famille. Tu aurais dû nous faire confiance. Vous faire confiance, ai-je répété doucement. Victoire, il y a 2 semaines, tu m'as demandé si j'avais assez d'économies en cas d'urgence.
Il y a 3 mois, Marc m'a envoyé un lien vers un cours d'éducation financière parce qu'il pensait que j'avais besoin d'aide pour mon budget. Il y a 6 mois, maman a essayé de me donner ses vieux meubles parce qu'elle pensait que je ne pouvais pas m'en offrir de nouveaux. À quel moment, exactement, aurais-je dû vous faire confiance pour me voir comme quelqu'un de compétent? Personne n'a eu de réponse. J'ai sorti mes clés de ma poche. Je dois retourner au travail. David et moi avons une réunion avec des entrepreneurs au sujet de la rénovation du hall. Si vous avez besoin d'autre chose, vous pouvez appeler Jennifer. Elle s'occupe désormais de toutes les affaires juridiques familiales. Je me suis dirigé vers le bureau, puis je me suis arrêté et me suis retourné. Oh, et papa, tu as demandé ce qui se passe quand l'immeuble décide que je ne vaux pas la peine d'être gardé. C'est moi qui décide ça. Je suis l'immeuble. Et je vaux 53 millions d'euros. Je suis parti et les ai laissés debout dans le hall de mon immeuble, entourés par les résidents qui avaient entendu chaque mot, comprenant enfin ce que j'essayais de leur dire depuis 9 ans, je n'étais pas un échec. J'avais juste réussi d'une manière qu'ils n'avaient jamais pris la peine de reconnaître. Mon téléphone a commencé à sonner ce soir-là. D'abord papa, puis maman, puis Marc, puis Victoire. Je les ai tous laissés tomber sur la messagerie vocale. Jennifer m'avait conseillé de les laisser digérer avant de discuter, et j'étais d'accord. Les messages vocaux suivaient un schéma, choc, excuses, justification, et enfin, des demandes pour parler. J'ai attendu 3 jours avant de répondre. Nous nous sommes rencontrés dans un lieu neutre, un café du centre-ville. Ils étaient tous les 4 là, l'air mal à l'aise et incertain d'une manière que je ne leur avais jamais vue. Chloé, a commencé papa, nous te devons des excuses. En effet, ai-je acquiescé calmement. Nous n'avions aucune idée, a ajouté maman. Nous pensions sincèrement que tu avais des difficultés. Je sais, ai-je répondu. C'est ça le problème. Vous avez regardé ma vie et y avez vu un échec parce qu'elle ne correspondait pas à votre définition du succès. Vous n'avez jamais demandé si j'étais heureuse. Vous n'avez jamais demandé quels étaient mes objectifs. Vous avez juste supposé que j'étais perdu. Marc s'est agité, mal à l'aise. Pour notre défense, tu vivais très modestement. Tu conduisais une vieille voiture. Tu portais des vêtements simples. Tu ne montrais aucun signe de richesse. La richesse n'est pas toujours visible, ai-je répondu calmement. Et je n'essayais d'impressionner personne. Je construisais quelque chose de réel. Mais pourquoi ne nous as-tu rien dit, a demandé Victoire, et sa voix semblait sincèrement blessée. Pourquoi nous laisser penser que tu avais des difficultés? J'ai réfléchi attentivement à la question. Au début, j'attendais d'avoir quelque chose d'assez substantiel pour que vous ne puissiez pas le rejeter. Puis j'ai réalisé que vous le rejetteriez de toute façon parce que vous aviez déjà décidé qui j'étais. Et finalement, j'ai cessé de me soucier de ce que vous pensiez parce que je savais ce que j'avais construit. Ça a dû être solitaire, a dit maman doucement. C'était paisible, ai-je corrigé gentiment. J'avais mon équipe. J'avais mon travail. J'avais mon succès. Je n'avais pas besoin de la validation de gens qui avaient déjà décidé que j'échouais. Papa s'est frotté le visage. Chloé, je suis fier de toi. J'aurais dû le dire il y a 9 ans. J'aurais dû te faire confiance, croire que tu savais ce que tu faisais. Oui, ai-je acquiescé. Tu aurais dû. Pouvons-nous repartir de zéro, a demandé Victoire. Pouvons-nous essayer d'avoir une vraie relation où nous t'écoutons vraiment? J'ai regardé ma famille, je les ai vraiment regardés, et j'ai vu des gens qui n'avaient sincèrement pas compris ce qu'ils faisaient. Ils pensaient t'aider. Ils pensaient apporter leur soutien. Ils avaient été tellement convaincus de leur propre vision du monde qu'ils ne pouvaient pas voir la mienne. Nous pouvons essayer, ai-je dit finalement. Mais ça doit être différent. Vous devez me faire confiance, croire que je connais ma propre vie. Vous devez arrêter d'essayer de réparer des choses qui ne sont pas cassées. Et vous devez accepter que ma version du succès est différente de la vôtre. Nous pouvons le faire, a dit Marc, bien qu'il n'ait pas l'air entièrement convaincu. Nous verrons bien, ai-je répondu calmement. Nous avons parlé pendant encore 1 heure, et quelque chose a changé. Pas de façon spectaculaire, mais notable. Ils ont posé des questions sur mes propriétés, ma stratégie, mon équipe. Ils ont écouté les réponses. Ils étaient encore en train de digérer, de s'adapter à cette nouvelle version de moi qu'ils ne s'étaient jamais autorisés à voir.
Alors que nous partions, papa m'a prise à part. Chloé, je dois te demander. Quand nous hurlions dans ce hall, exigeant de parler au propriétaire. À quoi pensais-tu? J'ai souri légèrement. Je pensais que vous étiez sur le point d'apprendre quelque chose d'important, et j'avais raison. Quoi donc? Que vous ne m'aviez jamais vraiment connu, ai-je répondu calmement. Mais peut-être que maintenant, vous essaierez. 3 mois plus tard, les choses allaient mieux. Pas parfaites, mais mieux. Ma famille me rendait visite sur de vraies invitations maintenant, pas pour des interventions surprises. Ils posaient des questions sur mon travail avec un intérêt sincère au lieu de pitié. Ils ont arrêté d'essayer de réparer ma vie. Et j'ai continué à faire exactement ce que j'avais toujours fait, acheter des immeubles, gérer des propriétés, construire un patrimoine discrètement pendant que tout le monde courait après le bruit. L'histoire s'est répandue dans le cercle social de ma famille. Bien sûr, la fille qu'il méprisait possédait un portefeuille immobilier de 79 millions d'euros. Certains ont trouvé ça amusant, d'autres instructifs. J'ai trouvé ça sans importance. Je ne construisais pas un patrimoine pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je le construisais parce que je comprenais quelque chose de fondamental, le vrai succès n'a pas besoin de public. Il a juste besoin d'une fondation solide, d'une stratégie patiente, et du courage d'ignorer tous ceux qui vous disent que vous vous y prenez mal. Je m'appelle Chloé Durand. J'ai 31 ans. Je suis propriétaire de 127 appartements au centre-ville de Lyon et je détiens des participations dans 11 autres propriétés. Ma famille a essayé de me faire expulser de mon propre immeuble parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer que je puisse réellement savoir ce que je faisais. Maintenant, ils le savent. Et je conduis toujours ma Renault Clio de 7 ans parce qu'elle m'emmène là où je dois aller, et je n'ai besoin de l'approbation de personne pour savoir que j'ai déjà atteint mon but.